Que savons-nous de l'ère glaciaire, le froid, la glace, des tribus d'hommes des cavernes chassant des mammouths, des déserts enneigés s'étendant à l'horizon, peuplés de terrifiants prédateurs à dents de sabre? Pourquoi cette période est-elle appelée l'ère glaciaire? Était-elle vraiment aussi difficile qu'on le prétend, et qu'a appris l'humanité jusqu'à présent sur cette époque lointaine? Plongeons dans le sujet. Une ère glaciaire est une période où la température de la Terre chute de manière spectaculaire. De vastes étendues de terre, voire des continents entiers, se couvrent de glace. Le niveau de la mer baisse, exposant des fonds marins sans vie et condamnant les habitants des anciennes côtes à un sort funeste. À mesure que le niveau de la mer et les températures baissent, la quantité de neige et de pluie diminue également, entraînant la sécheresse et la désertification des terres non encore ensevelies sous les glaciers. De telles périodes peuvent durer des centaines de milliers, voire des millions d'années, en alternance avec des périodes plus chaudes appelées interglaciaires. Nous vivons actuellement dans l'une de ces périodes plus chaudes, profitant d'un niveau de la mer élevé, d'un climat doux et d'autres choses agréables comme les champs, les steppes, les forêts et la pluie régulière qui les nourrit. Mais le confort dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a pas toujours été la norme sur notre planète. Les recherches montrent que des ères glaciaires se sont produites à plusieurs reprises et ont eu un impact significatif sur ses habitants. Une hypothèse suggère même que la soi-disant explosion cambrienne, une augmentation rapide de la biodiversité sur Terre, n'a été possible que parce que la planète était couverte de glace. Jusqu'au milieu du XIXe siècle environ, l'humanité considérait le climat de notre planète comme stable et pratiquement immuable. La civilisation n'avait même pas une compréhension approximative du passé de la planète. Quel âge avait-elle? Les 7000 ans bibliques ou les plusieurs centaines de millions d'années proposées par les astronomes de l'époque? La théorie dominante à l'époque était que la Terre s'était formée à un moment indéterminé, sous la forme d'une mer de lave en fusion et qu'elle perdait lentement sa chaleur. Les découvertes de créatures fossilisées, comme les os d'animaux à sang froid, et de plantes tropicales dans les latitudes nordiques, ne faisaient que renforcer ces idées. Tout a changé en 1837, lorsque Louis Agassiz a publié sa théorie des glaciers. Résumant les dernières recherches géologiques de son temps, il a confirmé un fait que les peuples scandinaves connaissaient sans aucune étude. Les glaciers grandissent et rétrécissent, laissant de nombreuses traces, d'énormes rochers disséminés dans les champs, des rainures creusées dans les roches par le frottement, et des moraines rocheuses de débris de montagnes dans des endroits à des centaines, voire des milliers de kilomètres des montagnes les plus proches. Naturellement, la proposition d'Agassiz a été accueillie avec un scepticisme extrême par les scientifiques de son époque. L'idée d'un glacier de 100 mètres de haut à l'emplacement de Paris ou de Saint-Pétersbourg semblait encore moins plausible que le mythe biblique du grand déluge. Mais la science géologique a continué de progresser. À la fin du XIXe siècle, le scientifique écossais James Croll a établi des critères pour distinguer les roches glaciaires de toutes les autres. Au début du XXe siècle, le scientifique serbe Milutin Milanković, s'appuyant sur les travaux de Croll, a développé un modèle climatique qui a permis de prédire les changements climatiques futurs. En réalité, le début d'une ère glaciaire résulte d'une combinaison de facteurs et de circonstances. En ce sens, chaque ère glaciaire est unique. De nombreux événements peuvent déclencher une ère glaciaire. L'un des plus importants est l'augmentation de la réflectivité de la surface de la planète. Plus la superficie couverte par les forêts est petite, plus la lumière du soleil est réfléchie par la neige en hiver. La chaleur qui aurait pu être absorbée par le sol ne l'atteint pas, ce qui rend le climat de plus en plus froid. Une autre raison est la diminution de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le méthane, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau piègent et dispersent la chaleur de la lumière du soleil. Donc lorsque les niveaux de ces gaz baissent, la température de la planète diminue également. Tous ces processus peuvent être le résultat d'événements
qui ne se produisent pas sur Terre, mais dans l'espace. Ces événements sont de nature cyclique, d'où le terme de cycle de Milankovitch. Il existe 3 de ces cycles. Le premier cycle est associé au changement de la forme de l'orbite terrestre qui passe de plus circulaire à plus elliptique. Milankovitch a proposé que cela se produise tous les 100 000 ans et affecte la saisonnalité du climat de la Terre. Avec une orbite plus elliptique, notre planète reçoit moins de rayonnement solaire en hiver, ce qui entraîne un refroidissement accru. Le deuxième cycle est lié à l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui bascule d'un côté ou de l'autre tous les 41 000 ans. Lorsque l'inclinaison augmente, les étés deviennent plus chauds, et lorsqu'elle diminue, les hivers deviennent plus froids, permettant à la glace de s'accumuler sur la planète. Le troisième cycle est également lié aux oscillations de l'axe de la Terre, qui déterminent quand se produisent les solstices d'été et d'hiver, modifiant ainsi la répartition de la lumière du Soleil. Lorsque ces 3 facteurs coïncident, une orbite elliptique, une faible inclinaison de l'axe et un solstice d'hiver à l'aphélie, la planète reçoit beaucoup moins de chaleur et les glaciers commencent à s'étendre. Le climat change donc constamment, mais à un rythme incroyablement lent à l'échelle humaine. La même planète, la Terre, a été à la fois un paradis tropical et un désert gelé à différentes époques. Il y a environ 750 millions d'années, pendant la période géologique connue sous le nom évocateur de cryogénien, la surface de la Terre était entièrement recouverte de glaciers. Cette période est également connue sous le nom de Terre boule de neige. Pendant près de 100 millions d'années, notre planète a été enfermée dans la glace en raison de processus chimiques uniques. À cette époque, l'activité volcanique était la principale source de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cependant, par l'altération des roches, le dioxyde de carbone était absorbé dans les roches sédimentaires. Les processus tectoniques avaient déplacé toutes les masses terrestres vers la région équatoriale, formant le supercontinent de la Rodinia. À ce moment-là, il ne restait presque plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En conséquence, il n'y avait pas assez de gaz à effet de serre pour piéger la chaleur du Soleil, et la planète a gelé. Comment était-ce ? Moins 20 degrés Celsius, le jour le plus chaud à l'équateur, avec un vaste désert de glace s'étendant à l'infini sur la Terre et la mer. Les quelques organismes multicellulaires qui étaient déjà apparus sur notre planète étaient piégés près des rares sources chaudes. L'activité volcanique a cependant continué, et le bouclier de glace solide protégeait les roches de l'altération. En des dizaines de millions d'années, suffisamment de dioxyde de carbone s'est accumulé pour créer un effet de serre, et la glace a finalement fondu. Le supercontinent de la Rodinia, qui avait commencé à se fragmenter, a été exposé à de nouvelles pluies qui ont enrichi les océans en phosphore et en carbonate. Cela a préparé le terrain pour la révolution squelettique, l'explosion cambrienne. On l'appelle squelettique, car les dépôts du Cambrien contiennent un nombre énorme de squelettes d'une grande variété d'organismes. En d'autres termes, c'est à cette époque que la vie sur Terre a commencé à prospérer. Cette vie a non seulement survécu à la plus longue ère glaciaire de l'histoire de la Terre, mais elle a ensuite conquis la planète entière. La dernière, et la plus connue des ères glaciaires sur Terre, fut la glaciation de Valdai. Elle tire son nom des collines de Valdai en Russie centrale. Cette ère glaciaire s'est produite à la fin du Pléistocène, a duré 100 000 ans et ne s'est terminée qu'il y a 12 000 ans. Les données modernes nous permettent d'entrevoir ce monde étonnant et même de le cartographier. D'énormes glaciers de 2 à 3 km d'épaisseur se sont étendus vers le sud depuis la Scandinavie et l'Oural jusqu'au sud de la Russie. L'Écosse et les Alpes avaient leurs propres glaciers. En Amérique du Nord, les glaciers de la Cordillère et des montagnes Laurentides ont fusionné en une seule masse qui s'étendait de l'Alaska au Labrador. Le climat était 6 degrés Celsius, plus froid qu'aujourd'hui et beaucoup plus sec, car d'importantes quantités d'eau étaient emprisonnées dans la glace. Malgré cela, il n'y avait presque pas de glaciers en Sibérie. Les précipitations étaient rares
et au-delà des glaciers s'étendaient de vastes steppes et des forêts clairsemées qui cédaient progressivement la place à de vastes déserts. Les forêts équatoriales de l'Amazone et du Congo, que nous considérons aujourd'hui comme éternelles, étaient alors des savanes. La crête centrale de la Nouvelle-Guinée, les Andes du Pérou et de la Bolivie, et de nombreuses autres régions montagneuses près de l'équateur étaient des centres locaux d'expansion glaciaire. Alors que des couches massives de glace s'accumulaient sur Terre, le niveau de la mer a baissé. Au plus fort de l'ère glaciaire, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. De nombreuses îles actuelles faisaient partie des continents et de nombreux détroits servaient de ponts terrestres. Les îles britanniques étaient reliées à l'Europe et le détroit de Bering actuel reliait l'Eurasie à l'Amérique du Nord. Ce dernier point s'est avéré crucial pour l'humanité grâce à cet étroit pont terrestre près du cercle polaire arctique, les loups, qui ont ensuite été domestiqués en chiens, ainsi que les chevaux et les chameaux, sont apparus en Eurasie. Et bien sûr, les humains ont atteint les Amériques. Il pourrait sembler que des changements aussi drastiques de l'écosystème lui aient porté un coup sévère. Et dans une certaine mesure, ce fut le cas. Mais pour les écosystèmes de steppe, le climat froid et sec de l'ère glaciaire a été une période de prospérité. La zone naturelle unique de cette époque, qui abritait les célèbres mammouths et tigres à dents de sabre, a été appelée la steppe à mammouth, et ses habitants ont été nommés d'après le célèbre éléphant laineux, la faune à mammouth, qu'aurait vu une personne de cette époque dans la steppe à mammouth, des plaines infinies s'étendant des côtes occidentales de l'Europe à l'océan Pacifique, un océan d'herbes d'horizon à horizon, parfois interrompu par des arbustes et quelques arbres le long des rivières. Les hivers secs et peu enneigés rendaient ce paradis végétal accessible à tous les herbivores. La steppe à mammouth était aussi riche en nourriture que les savanes d'aujourd'hui et abritait des animaux massifs comme la Terre n'en avait pas vu depuis l'âge des dinosaures. L'un de ces animaux était le rhinocéros laineux, un habitant typique de la steppe à mammouth. Il pesait jusqu'à 4 tonnes et ressemblait au rhinocéros moderne, mais était couvert d'une épaisse fourrure brun rougeâtre qui le protégeait des rudes hivers de la steppe. Son énorme corne, plus grande que celle des rhinocéros d'aujourd'hui, n'était pas seulement une arme de défense, mais servait aussi de sorte de pelle, aidant l'animal à déblayer la neige à la recherche de nourriture. Bien sûr, l'animal le plus célèbre de cette époque était le mammouth. Ces bêtes massives à la fourrure épaisse parcouraient les plaines herbeuses infinies, croisant parfois le chemin des humains anciens, pour qui ils étaient une source ambulante de nourriture, d'os et de fourrure. Un seul de ces géants pouvait nourrir une tribu entière de premiers humains pendant plusieurs mois. Il y avait aussi beaucoup d'animaux de taille moyenne. Les bisons des steppes, ancêtres des bisons américains et européens d'aujourd'hui, se rassemblaient en troupeaux de dizaines de milliers, migrant constamment à la recherche de pâturages intacts. Leurs voisins comprenaient les ancêtres des chevaux et des cerfs modernes. Et bien sûr, les prédateurs étaient toujours présents. La steppe à mammouth de Sibérie a été le berceau des ours d'aujourd'hui, qui se sont ensuite répandus dans toute l'Europe et les Amériques. Elle abritait également les ancêtres des grands félins modernes, les lions des cavernes, grands et féroces. Mais l'habitant le plus inhabituel et le plus dangereux de la steppe à mammouth était l'homme. De petites tribus de chasseurs primitifs se déplaçaient progressivement avec les animaux migrateurs, revendiquant de nouveaux territoires au fur et à mesure. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des campements humains dans toute la steppe, révélant des huttes construites avec des os de mammouths et de rhinocéros, les premières sculptures grossières, des restes de vêtements en peau et même des bijoux. La dernière ère glaciaire s'est terminée il y a environ 20 000 ans. Comment les ères glaciaires se terminent-elles ? À un moment donné, une boucle de rétroaction négative se déclenche.
Le réchauffement climatique est provoqué par les conséquences mêmes du refroidissement global. Par exemple, la glaciation de Valdai s'est terminée parce qu'il y a eu une augmentation du méthane dans l'atmosphère. À mesure que le niveau de la mer a baissé, moins de méthane pouvait être piégé dans l'eau. Cette augmentation du méthane a provoqué un effet de serre, qui a à son tour fait fondre la glace. Moins il y avait de glace, moins la planète réfléchissait, la lumière du soleil, ce qui entraînait un temps encore plus chaud. Il y a environ 10 000 ans, la Terre a commencé à prendre l'apparence que nous lui connaissons aujourd'hui. La plupart des glaciers ont fondu, le niveau de la mer est monté, et les océans ont inondé de nombreux ponts terrestres, créant de nouveaux détroits et de nouvelles îles. Les savanes se sont transformées en forêts équatoriales, tandis que la steppe à mammouth est devenue la taïga. Les vestiges de la faune à mammouth se sont adaptés, se propageant dans d'autres écosystèmes, et il est maintenant difficile d'imaginer qu'il y a longtemps, les bisons canadiens vivaient aux côtés des saïgas kazakhs, ou qu'il n'y avait pas de chevaux en Afrique et en Europe. Les ères glaciaires sont un exemple clair de la manière dont l'étude du passé est directement pertinente pour prédire l'avenir. Aujourd'hui, nous avons les outils pour prévoir les changements climatiques et nous savons même que le réchauffement climatique dont on parle beaucoup pourrait potentiellement déclencher une nouvelle ère glaciaire. Peut-être y serons-nous préparés. Nous ne pouvons qu'espérer que les générations futures géreront les ressources de la planète avec plus de sagesse, des ressources que nous avons déjà considérablement épuisées.